Bienvenue à un nouvel épisode du Coin des experts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Nadia Rassamoili. Nadia est une naturopathe depuis 2012, heilpraktiker et nutrithérapeute. Elle est spécialiste des troubles digestifs, du microbiote et des troubles endocrino-hormonaux. Nadia est titulaire du DEU microbiote et santé de la faculté de médecine Sorbonne Université et elle est formée en médecine nutritionnelle et fonctionnelle ainsi qu'en hormonologie et endocrinologie fonctionnelle. Nadia est l'auteure du livre « Et si c'était une candidose » sorti à l'été 2023 aux éditions L'Éduc. Dans cet entretien, nous allons parler de qu'est-ce qu'est la candidose, pourquoi elle se développe, quels sont les symptômes clés, quels sont les tests recommandés, quels sont les traitements. On va parler aussi de mycothérapie et candida. Et Nadia va partager avec nous 3 conseils alimentaires principaux et bien sûr le mot de la fin. Pour rappel, tout ce qui est discuté dans cette interview n'a pas pour but de diagnostiquer ou de traiter une condition médicale. Veuillez donc demander l'avis de votre médecin avant de mettre en œuvre tout nouveau traitement. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec nous Nadia Rassamoili. Nadia, naturopathe, heilpraktiker et spécialiste SIBO et candidose. Merci Nadia d'être avec nous. Bonjour tout le monde, merci Rosaria pour ton invitation. Merci, c'est super de pouvoir parler aujourd'hui, échanger avec toi sur un sujet qui est très intéressant, très commun. On en parle beaucoup, c'est le candida, la candidose, n'est-ce pas? Donc, ça va être très intéressant d'avoir ton opinion parce que Nadia, je viens aussi de publier un livre, Et si c'était une candidose, donc c'est super. Donc, on va en parler un peu plus, bien sûr. Commençons par le début, Nadia. Mais déjà, qu'est-ce qui t'a amené à te former ou à t'intéresser un peu plus sur ce sujet, sur la candidose? Sur la candidose, c'est un petit peu de fil en aiguille parce que quand on débute, quand on s'installe après la formation de naturopathie, et moi en plus je ne me suis pas tout de suite installée parce que je me suis intéressée à la nutrition, et nutrition, nutrithérapie, médecine fonctionnelle. Donc avant de vraiment m'installer, je me suis encore formée quelques années en micronutrition, en nutrithérapie, etc. Et donc, quand je me suis installée, eh bien, c'est vrai que je n'avais pas tellement de prédilection, de système de prédilection, de pathologie de prédilection. Tout m'intéressait. Donc, la perte de poids, les femmes enceintes, les sportifs. J'étais un petit peu sportive. Et puis, finalement, ce qui revenait quand même assez souvent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ces troubles-là, c'est les troubles digestifs. Et des personnes viennent me voir pour les troubles digestifs. J'arrive à soulager ces personnes-là. Elles m'envoient d'autres personnes pour encore des troubles digestifs. Et au final, c'est vrai que de fil en aiguille, c'était quelque chose dans lesquels j'étais assez à l'aise parce que il y a une grosse part de nutrition en fait. Et puis après, il y a toute une analyse aussi à faire sur pourquoi la personne a des troubles digestifs. Et de fil en aiguille, eh bien, on découvre le microbiote, l'importance du microbiote, c'est une pathologie qui est associée justement au déséquilibre du microbiote, la candidose, que moi, je n'en avais jamais entendu parler avant de faire ma formation en naturopathie. C'est vraiment la première fois que j'entends parler de la candidose. C'est pendant mes études de naturopathie, mais nos enseignants nous ont vraiment mis en garde, ou en tout cas nous ont vraiment informé que c'était une pathologie qu'on allait souvent retrouver en consultation, mais qui n'était pas forcément bien diagnostiquée. Et donc, ils nous avaient donné quand même un peu d'outils pour repérer les personnes qui potentiellement avaient des troubles chroniques digestifs, mais voilà, qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Et au final, il fallait peut-être soupçonner derrière la candidose. Voilà, et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis intéressée. Oui, mais c'est ça qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, bien sûr, en formation de naturopathie. La candidose, c'est un gros sujet d'études. Et mais donc, commençons par, si tu veux définir rapidement, qu'est-ce qu'est la candidose? Comment est-ce qu'on définit la candidose et pourquoi surtout elle se développe? Alors, la candidose, donc, c'est un déséquilibre du microbiote, comme je l'ai dit. Alors, on utilise le terme de
dysbiose pour dire qu'il y a un déséquilibre sur le microbiote. Et quand il n'y a pas de déséquilibre, quand le microbiote est euh, non pathogénique, en fait, on va parler de biose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes. Voilà, on n'a pas de symptômes, tout va bien. Donc, le microbiote est dans son état normal et on parle de biose. Et quand il est déséquilibré, pour une raison ou pour une autre, et quel que soit le type de déséquilibre, parce qu'il y en a plusieurs, eh bien, on va parler de dysbiose. Et la candidose, c'est une dysbiose particulière. Voilà, c'est une dysbiose de prolifération d'un des micro-organismes qui composent le microbiote, en fait, parce qu'on a des tas de micro-organismes qui composent les microbiotes. Il n'y a pas que des bactéries, il y a du monde. Voilà, c'est très Voilà, varié. C'est varié. très varié, il y a vraiment énormément de monde. Et la candidose, c'est la prolifération du micro-organisme qui s'appelle le Candida albicans et qui est en fait un champignon. Voilà, c'est un micro-organisme fongique. Voilà, donc en fait, le Candida albicans, on pourrait dire c'est un habitant naturel de notre microbiote, mais les problèmes surviennent quand il y en a trop. C'est ça. Voilà, quand il y a une prolifération. Voilà. Alors, on va de prolifération fongique. Est-ce qu'on a des statistiques? Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes pourraient avoir donc cette prolifération, donc une candidose ou non? Eh ben, alors c'est compliqué parce que on va le voir, la candidose, les symptômes de la candidose sont aspécifiques et donc c'est très difficile de premier abord d'identifier qu'on a une candidose. On peut rester comme ça des années et des années avec des troubles digestifs. J'ai un intestin irritable, mais potentiellement ça pourrait être la candidose. Mais en tout cas, on estime à environ 30% à 40% de la population adulte qui pourrait potentiellement être touchée par une candidose avec des troubles digestifs, en tout cas, qui soient pathogéniques, quoi. Donc, c'est quand même assez important. C'est assez important. C'est important. assez important. Et comment est-ce que, donc, quels sont les signes ou les symptômes clés d'une candidose? Comment est-ce que cela se présente? Alors, il y a plusieurs troubles possibles qui peuvent nous mettre sur la piste de la candidose. Je vais d'abord présenter les troubles qui sont aspécifiques, c'est-à-dire que on peut retrouver dans d'autres pathologies autres que la candidose. Et donc, du coup, si on a ces troubles-là, c'est pas forcément la candidose, mais ça peut. Donc, ça va être surtout des troubles digestifs, comme donc on peut retrouver dans le syndrome de l'intestin irritable, comme un changement au niveau du transit ou une alternance constipation-diarrhée. On peut avoir des ballonnements, des flatulences. Donc ça va être plutôt sur les symptômes digestifs. Et puis, on peut aussi avoir des symptômes extra-digestifs, mais pareil, qui sont non spécifiques, hein, comme alors ce qu'on retrouve beaucoup, ça va être de la fatigue, vraiment une grosse fatigue, comme une espèce de fatigue chronique. On peut avoir du brouillard mental, brouillard cérébral, problème de concentration, problème de mémoire. En autre troubles extradigestifs, on peut avoir des douleurs articulaires. Donc ça, c'est vraiment non spécifique de la candidose. On peut retrouver dans d'autres troubles ou déséquilibres du microbiote. Et ensuite, ce qui va être un petit peu... Enfin, on va avoir un certain nombre de ces symptômes-là, pas tous. Et puis, on va avoir, par exemple, des symptômes un peu plus localisés comme des mycoses. Des mycoses chroniques. Voilà, il y a des personnes, elles vont avoir des mycoses au niveau des ongles des orteils, par exemple, et qui traînent. Elles ont beau traiter localement avec même des produits, des médicaments. Oui, et ça reste là, ça ne part pas, ou des mycoses vaginales à répétition, ou des mycoses cutanées. Et ça, associé à d'autres troubles non spécifiques, déjà, et puis surtout la chronicité, en fait. Le fait que la mycose locale perdure comme ça et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est ça qui va un petit peu nous mettre sur la piste de la candidose, finalement. Et en école de naturopathie, bon, ça m'a marqué, ça a marqué tous les, tous les naturopathes qui ont entendu parler de la candidose au tout début. C'est ce symptôme aussi assez bizarre, hein, qui est la fringale et la pulsion incontrôlée pour des sucres, des farineux, des féculents, des glucides, etc. Oui.
Et ça nous met vraiment aussi sur la piste de... C'est vraiment, n'est-ce pas, peut-être le symptôme vraiment clé hein, C'est ça, le premier qui peut nous mettre sur la piste de la candidose. Tout à fait. qui est souvent présent, malheureusement, mais Oui, c'est, très souvent. Ouais. ouais, parfait. Et quoi d'autre? Je voulais savoir, est-ce qu'il y a, voilà, parlons un peu de diagnostic, de tests. Est-ce que nous avons des tests qui sont fiables? Est-ce qu'il y a des tests que tu préfères? Est-ce qu'il y a des tests qui ne sont pas vraiment nécessaires ou pas très fiables? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour la candidose, déjà que c'est une pathologie qui est un peu voilà, qui est un peu compliquée justement à identifier. Donc, au niveau des tests, alors déjà, on va parler du test que tout le monde tout le monde me pose la question. Tout le monde connaît, oui. Pas dans le livre d'ailleurs. Le test du verre d'eau. Donc, c'est un test empirique. Alors, on a des tests empiriques, nous, hein, par exemple, quand on veut savoir s'il y a assez d'acide chlorhydrique dans l'estomac, on a ce test du bicarbonate c'est un test empirique, mais quand même, il nous donne quand même des informations assez pertinentes. Alors, dis-moi le test empirique pour le candidat. Je pense que je ne le connais pas. Vas-y. Je ne connais pas le test. Alors, le test empirique pour le candidat, c'est il faut cracher, en fait, enfin, prendre un petit peu d'eau dans la bouche et puis cracher dans un verre d'eau. Et si tu vois des filaments, alors c'est la théorie, hein, si tu vois des filaments qui tombent comme ça dans le verre d'eau, c'est qu'il y aurait, il y aurait de la candidose. Alors que si le crachat, en fait, tombe au fond du verre, pas de filament, pas de filament blanc, il n'y aurait pas de candidose. Voilà. Mais non, pour nous, c'est pas... Alors, on ne peut pas se fier sur ce genre de test, surtout que la candidose, elle peut être digestive et donc elle peut être... voilà, on ne peut pas juste se fier sur un test de salive pour identifier et diagnostiquer une candidose. Par contre, on va avoir effectivement différents tests possibles. En termes de fiabilité, disons que ça peut nous mettre sur la piste, mais c'est toujours la clinique qui prime. Donc, si à la clinique et qu'ensuite on fait les tests et qu'on a des tests, voilà, on a des valeurs positives, bon, là, c'est clair. On va dire on peut dire que la personne, elle a très fortement la candidose. On peut avoir tout un tas de symptômes vraiment qui font penser à la candidose, et puis même la personne, elle aurait été voir un médecin parce qu'il y aurait eu une candidose, je ne sais pas, buccale par exemple, elle aurait été traitée avec un antifongique et pendant tout le traitement avec l'antifongique donc médicamenteux, ces symptômes se sont atténués. Bon, là aussi, on peut penser qu'il y avait une piste à suivre. Candidose, voilà, vous avez une piste de candidose digestive. Et puis après, si ça revient, c'est que la candidose est bien installée et que l'antifongique ne suffit pas. Donc, en outil où on peut diagnostiquer effectivement la candidose, alors les médecins vont faire des prélèvements locaux, par exemple. Déjà, si jamais il y a une mycose, hein, et donc là, ils vont identifier le champignon responsable de la mycose. Et donc, sur prélèvement local, on va pouvoir avoir le champignon responsable et identifier potentiellement le candidat albicans. Par contre, ce n'est pas parce qu'un prélèvement local revient négatif que la personne n'est pas atteinte d'une candidose digestive, en fait. C'est plus compliqué, n'est-ce pas? C'est plus compliqué, voilà. C'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Voir un intestin grêle ou le Exactement. Exactement. Et puis, elle pourrait avoir juste une prolifération, une mycose locale et pas forcément une candidose digestive. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la candidose digestive, hein, celle qui est vraiment qui impacte le microbiote. Et donc, pour identifier cette candidose digestive, il y a un test un petit peu de référence qu'on aime bien utiliser, c'est le test des métabolites urinaires. Puisque les métabolites, c'est... donc, j'aime bien dire, nous, quand on mange, on a des déchets, on produit des déchets. Eh bien, les bactéries, quand elles mangent, et donc elles vont consommer, comme nous, des aliments, les prébiotiques, par exemple, eh bien, une fois qu'elles auront métabolisé leur nourriture, elles vont produire aussi des métabolites. Et le candidat albicans, il a des métabolites un petit peu spécifiques. Et c'est ça qu'on va aller... et donc, les métabolites, on les élimine par les urines.
Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher. On va aller chercher dans les urines les, comment dire, les résultats de fermentation du Candida albicans. Et si on voit qu'il y en a en excès, effectivement, de ces métabolites, on peut se dire qu'il y a il y a un excès de Candida albicans qui se nourrit et qui se développe et qui produit des métabolites. Enfin, ça, c'est vraiment le test de référence. Mais après, il y en a d'autres. Hein. Tu vas avoir la sérologie, mais la sérologie, c'est pareil, ça va juste nous dire que le corps a été en contact avec du Candida albicans, mais est-ce qu'il y a une candidose active? Est-ce qu'il y a une candidose chronique, aiguë? Ça ne va pas nous le dire, le test, la sérologie. Donc, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, Nadia, la présentation clinique reste parfois d'intérêt le plus intéressant, effectivement. De prime abord, oui. Voilà, pour soupçonner, voire même traiter une candidose. Mais pourquoi pas les tests? Parce qu'en fait, les tests, justement, dans ton livre qui est très bien fait, merci pour cet ouvrage très intéressant, tu parles de biofilms. Et on sait que les biofilms, bien sûr, intéressent beaucoup de bactéries, beaucoup de virus, et notamment aussi le candida. Donc, est-ce qu'il y a une... déjà, peut-être, si tu veux rapidement nous dire ce que c'est les biofilms et aussi par rapport au candida, et est-ce que le fait d'avoir des biofilms pourrait peut-être empêcher des données assez précises dans un test comme le MOU ou comme un autre test? C'est une très, très bonne question. Et effectivement, donc une question qu'on s'est aussi pas mal posée entre naturopathes, entre micronutritionnistes. Alors, le biofilm, c'est un mécanisme que développent les micro-organismes, quels qu'ils soient, les bactéries, les champignons, pour se protéger et se développer. C'est ce qui va leur donner une forme de résistance face aux antifongiques ou aux antimicrobiens. Donc, c'est une sorte, je dis une sorte de forteresse dans lesquelles, en fait, les micro-organismes, les champignons, donc là, le Candida albicans, va aller se conglomérer, se réfugier, et puis ils vont construire comme ça une espèce de couche protectrice et imperméable aux antifongiques, en fait, ou aux principes antifongiques. Et donc, dans ce biofilm, ils vont pouvoir se nourrir, c'est composé de certains composants, des protéines, des lipides, des glycolipides, etc. Et donc, ils vont pouvoir se développer à l'intérieur sans être embêtés par les antifongiques. Et puis, à un moment donné, quand ils vont être suffisamment matures et puis qu'il va y avoir un petit peu trop de monde sous ce biofilm va se désagréger et les champignons, en tout cas le Candida albicans, il s'agit du Candida albicans dont je parle, ils vont revenir dans la circulation et recréer des symptômes. Donc, on aura beau utiliser les antifongiques, pour les Candida albicans qui sont isolés unitaires, donc pour les éliminer, mais si on a des Candida albicans qui sont cachés dans un biofilm, finalement, les symptômes peuvent revenir où le biofilm se détruit. Donc là, c'est un petit peu la difficulté. Et ces biofilms-là, ils vont pouvoir se développer, par exemple, quand justement, il y a une forte, on va dire une fréquence un peu élevée d'utilisation d'antifongiques, qui va faire que les micro-organismes vont essayer de se défendre, en fait. Et aussi quand il a le temps de se développer, c'est-à-dire que pendant des années, la personne, elle ne savait pas qu'elle avait la candidose, donc il n'y a pas eu de traitement qui a été fait pendant des années, et sur un état de dysbiose, comme ça, finalement, le Candida albicans, lui, il avait tout le temps, puisqu'il n'était pas embêté par des antifongiques, il avait tout le temps de se développer, de passer de la forme mycélienne à la forme hyphale, et puis, de fabriquer des biofilms de protection, parce que là, il avait vraiment tout l'espace pour proliférer. Donc, nous voyons, merci, c'est très, très, très bien expliqué, merci Nadia. Donc, nous voyons qu'effectivement, le Candida, c'est quand même un micro-organisme très intelligent et qui va faire tout ce qui est possible pour rester, en fait, dans notre corps.
tout à fait. Il se nourrit et il se développe. Voilà. Donc, Changer de forme. Donc, cette forme dont tu parlais, la dernière, la forme mistale, oui, qui est la forme la plus, disons, pas dangereuse, virulente, mais la oui, plus réticente, et qui va aussi, après, pouvoir pénétrer dans d'autres systèmes du corps, hein, n'est-ce pas? c'est Donc, ça, tout à fait. Et comme tu disais, la difficulté d'identification de la présence de la candidose quand il y a des biofilms, eh bien, c'est que nous, la réflexion qu'on s'était fait, c'est que, OK, les métabolites, bon, on va les retrouver dans la circulation parce que ben, le candidat, il est dans la circulation et donc il va métaboliser et puis on va retrouver ses métabolites. Mais quand il est sous le biofilm, bah, ils métabolisent sous le biofilm, donc on les voit pas en fait les métabolismes des micro-organismes qui sont sous le biofilm. Et donc la difficulté, c'est ça. Et c'est vrai que bah, moi, dans ma pratique, j'ai pu avoir des situations où la personne, elle a clairement les symptômes d'une candidose chronique, mais d'une candidose chronique de très longtemps en fait, hein. Finalement, la personne me dit: «Ah, mais là, en fait, ces symptômes-là, donc, on vient d'identifier que c'est une candidose, puisque bah, voilà, les antifongiques ont fonctionné et qu'il se sent bien quand il est sous antifongique. Puis dès qu'il arrête, les symptômes reviennent. Mais en fait, il s'aperçoit que ces symptômes-là, il les avait depuis très longtemps, en fait, hein. Peut-être 10 ans, 20 ans. Donc là, c'est une situation où le biofilm a pu se développer. Et bien, bizarrement, on va retrouver, par exemple, un test des métabolites urinaires négatif, voilà. alors que la personne a clairement les symptômes. Voilà. Donc, ça va être peut-être ça la limitation. Voilà, Oui, de tout ce... à fait. Bien, merci. C'était très, très bien justement de clarifier ça. Et alors, justement, pour le traitement, bien sûr, rapidement, hein, après, il faudra voilà, que les gens achètent ton livre pour en savoir un peu plus. Mais dis-nous rapidement, si tu veux partager voilà, vraiment les points clés pour le traitement. Donc, le traitement qui peut être long, hein, parfois, ça dépend des cas, j'imagine. Qu'est-ce que... Oui, tout à fait. Ça dépend des cas, ça dépend de la chronicité, hein, depuis quand la personne a les symptômes. Est-ce qu'elle a déjà utilisé des traitements antifongiques avant, hein, donc en général médicamenteux, hein, puisqu'il y a plein de molécules, voilà, antifongiques que les médecins prescrivent. Mais on va dire que, bah, comme pour le SIBO, déjà, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui a fait dans le parcours de la personne que la candidose a pu se développer, en fait? Qu'il y ait eu une dysbiose qui a permis la prolifération de la candidose. Est-ce que c'était parce que elle a pris des antibiotiques à un certain moment? Il y a plein de causes, hein, pour lesquelles on va prendre des antibiotiques. Est-ce que, bah, déjà petite, il y avait déjà des troubles digestifs ou des troubles fonctionnels qui pourraient faire suspecter un microbiote pas forcément au top du top? Et puis, bah, là, une petite cure d'antibiotiques, même une semaine suffit pour, en fait, finalement avoir une dysbiose assez importante. Est-ce que la personne a un système immunitaire abaissé? Alors, la candidose va abaisser le système immunitaire aussi, hein, puisqu'elle va entraîner une dysbiose qui va faire que, bah, d'un point de vue immunitaire, le microbiote ne va pas jouer correctement son rôle, en fait. Et parfois la cause et parfois la conséquence. Exactement. Voilà, là, on peut être dans la cause et la conséquence, en tout cas, entretenir une cause première. Mais un système immunitaire abaissé bah, va faire qu'effectivement, l'organisme va être moins capable de combattre une prolifération pour que la candidose s'installe. Donc, essayer déjà d'identifier un petit peu ces causes-là. Puis l'alimentation aussi, hein, voilà, comment... Oui, oui, bien sûr. N'oublie peut-être la cause numéro un de Ça, c'est ça. l'hyperactivité fongique. Ah Oui, ouais. parce que la candidose, c'est bah, une maladie de civilisation finalement. C'est pour ça qu'on est sur des chiffres comme ça, voilà, assez élevés, hein. On suspecte quand même un nombre important de personnes qui seraient touchées par la candidose sans le savoir. Et l'alimentation, une alimentation vraiment non adaptée, donc très riche en sucre, très pauvre en légumes, très riche en glucides, donc qui va entraîner aussi un microbiote pas protecteur finalement, ça peut être la cause d'une candidose. Donc on va essayer de chercher toutes ces causes principales, les adresser et puis ensuite effectivement on va pouvoir mettre en place des outils pour pouvoir éliminer en fait cette candidose. Donc moi ce que j'aime bien, donc ce que je présente dans le livre, c'est que eh bien, comme on ne sait pas à quel point en fait la personne est «infestée» entre guillemets ou à quel point elle a
une forte prolifération. Déjà, dans un premier temps, comme quand on utilise des antimicrobiens ou des antifongiques, eh bien, on va avoir une libération de toxines et puis ça va être tout un tas de déchets qu'il va falloir éliminer en fait correctement. Donc, il y a la préparation des émonctoires, c'est-à-dire les organes qui sont chargés d'éliminer les déchets, le foie, les reins, les intestins. Une des conséquences de la candidose et d'une dysbiose, c'est la perméabilité intestinale. Le problème, c'est que c'est pareil, on va attaquer ces champignons ou ces micro-organismes. Et donc, ça va créer des déchets, des toxines qui potentiellement peuvent traverser la barrière intestinale s'il y a une perméabilité intestinale et créer tout un tas de symptômes, créer une endotoxémie. Donc, ce qui est intéressant peut-être, c'est de travailler aussi peut-être en parallèle à commencer à réparer cette barrière intestinale pour éviter justement aussi une surcharge de toxines au niveau systémique. Donc ça, c'est un petit peu le travail préalable. Comme le maçon, il prépare un petit peu la pièce. voilà, il prépare un peu la pièce. Préparer la pièce. Nettoie, voilà. Et il faut préparer un petit peu le corps pour ensuite gérer au mieux cet assainissement où on va pouvoir utiliser. Alors, il y a tout un tas de principes actifs que j'ai répertoriés. Alors, je n'ai pas tout mis, mais les principaux, les plus connus, puis certains un peu moins connus. Donc, pour attaquer le Candida albicans, mais également, si on suspecte des biofilms, à un moment donné, alors pas dans un premier temps, parce que on a vu dans les biofilms, ils peuvent être très nombreux. Et puis, s'ils sont déjà très nombreux dans la circulation, voilà, ça se rajoute, oui. Voilà. Donc là, ça va faire du monde si on détruit les biofilms. Donc, c'est bien de faire d'abord un premier passage antifongique pour éliminer ceux qui sont isolés. Et ensuite, on peut attaquer les biofilms et on refait une deuxième passe pour ceux qui étaient cachés sous les biofilms, en fait. Voilà. C'est super. Et en plus, je suis tout à fait d'accord avec toi. On travaille de façon assez similaire. Et oui, c'est super. Ah, oui, tout à fait. Bon, bien sûr, après les agents, il y a plein d'antifongiques qui sont aussi bactériens, assez connus que nous utilisons aussi à ce niveau, bien sûr, et dans d'autres problèmes de dysbiose. Donc, c'est ça que aussi la beauté d'utiliser des agents antimycosiques et antifongiques naturels, n'est-ce pas? C'est la beauté de la nature. Ça, c'est... Tout à fait. Qui vont, certains, être aussi en même temps antibiofilms. Donc, voilà. Ah oui, il y en a qui ont aussi les propriétés antimycosiques. Est-ce que parfois, Nadia, tu penses que qu'il faut peut-être rajouter des agents antibiofilms un peu plus forts? Est-ce que tu utilises parfois des choses en plus que les agents antibactériens, antifongiques ou pas trop? Oui, tout à fait. Si, c'est possible effectivement parce que c'est quand même assez complexe cette matrice du Candida albicans, du biofilm du Candida albicans. Donc, c'est bien de tourner. Et puis même pour les antifongiques, j'aime bien utiliser par paire, par exemple, comme pour le SIBO, et puis faire des sessions différentes. Donc, pareil pour les briseurs de biofilms, ça peut être intéressant d'utiliser une composition d'enzymes, par exemple. Et puis après, peut-être d'autres principes actifs différents. Et alors, j'ai une question à ce point-là, parce qu'on est dans le traitement. Souvent, les gens pensent que quand on a du candida, une candidose, en fait, on ne peut pas manger de champignons. Et on parle là de champignons dans l'alimentation, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas manger pendant le traitement, ça, on le sait malheureusement. Mais on sait aussi que la mycothérapie a des propriétés antifongiques excellentes. Et aussi, bien sûr, pour plein d'autres propriétés. Tu voudrais nous dire juste un tout petit peu, parce qu'en fait, là, vraiment, il y a un mythe parfois, et un faux mythe qui est vraiment à casser. Donc, je t'invite un peu à partager ton opinion d'experte, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, la mycothérapie, donc c'est les champignons médicinaux qui sont quand même assez connus, notamment pour la partie immunitaire. Ils sont ils modulent l'immunité de manière générale et ils ont chacun a un petit peu sa spécificité d'action au niveau des différentes sphères. Alors, certes, c'est un champignon. Et puis, un champignon, forcément, ça se développe comme une moisissure, en fait. C'est une moisissure, d'ailleurs, un champignon.
Et on va utiliser des extraits mycéliens aussi parfois dans les champignons. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la richesse nutritionnelle et certaines propriétés de ces champignons médicinaux qui sont reconnus comme étant antifongiques, antibiofilms, parce qu'ils empêchent aussi la formation des biofilms. Et puis, et ça va soutenir le système immunitaire, puisque la candidose va se développer sur un système immunitaire faible. Donc, on va cumuler toutes ces propriétés bénéfiques de la mycothérapie, des champignons médicinaux. Et ce sont des outils vraiment que moi, j'adore utiliser. Il y a Denis Richer qui aime bien utiliser aussi les champignons. Oui. Mais c'est vraiment des outils et il n'y a aucun problème à utiliser ces outils-là. C'est plutôt une arme anti-candidat plutôt que pro-candidat, en fait. Hein. Ben, merci. Mais ça, bien sûr, ça c'est un peu voilà, on s'adresse aussi au grand public et aux praticiens, bien sûr, aujourd'hui. Mais parfois, surtout parmi le grand public, il y a beaucoup d'informations qui parfois sont fausses, effectivement, qui circulent parfois sur Internet aussi. Et donc, merci de clarifier tout ça. Effectivement, la mycothérapie est excellente pour plein de conditions. Et c'est ça aussi qui fait encore une richesse dans tout ce qui est naturel. On parlait un tout petit peu, bien sûr, tout le monde sait que le traitement anti-candidat comprend aussi une partie alimentaire. Hein, donc, je ne sais pas quelle est ton opinion sur le régime anti-candidat. Est-ce qu'il y a vraiment quelques aliments qu'il faut absolument éviter? Bon, bien sûr, on a parlé des sucres tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses, Nadia? Eh bien, on va dire que le candidat albicans, il a la possibilité de se nourrir de pas mal de choses, en fait, finalement. Donc, on parle beaucoup des sucres, voilà, des levures, des moisissures, etc. Mais ce qui est surtout important, c'est de faire en sorte que notre alimentation, elle est pro-microbiote, puisque le candidat albicans, en fait, c'est un opportuniste. Donc, il a pris l'opportunité de se développer, de prendre de la place, parce qu'il y avait une place disponible, en fait. La place disponible, c'est celle qui avait été laissée par des bonnes bactéries qui nous protègent, qui font aussi office d'antibiotiques. En fait, elles fabriquent des substances antimicrobiennes. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une alimentation qui favorise la présence et le développement de ces bonnes bactéries pour empêcher, en fait, le candidat albicans de se développer. Et ça serait une alimentation, une fois qu'on a éradiqué la candidose, ce serait une alimentation à avoir à vie, en fait. Donc, c'est sûr que moi, j'aime bien dire, en fait, l'alimentation anti-candidat, entre guillemets, bah, finalement, en tout cas, les aliments interdits, je dis toujours, c'est les aliments qu'on n'est pas censé manger de toute façon. On ne mangerait pas si vraiment, si on suit faire attention, naturelle et, comme tu disais, pro-microbiote. Voilà. C'est ça, voilà. Donc, par exemple, c'est vrai que moi, c'est une nouvelle. Surtout pour les gens qui suivent des régimes ultra stricts. Oui. Ultra stricts. On connaît bien les dégâts du régime Paul FODMAP, bien sûr. Le régime anti-candidat aussi, qui était toujours recommandé de façon très drastique, parfois. Trop. Donc, c'est super. Je partage ton point de vue, ton opinion. Donc, plutôt, effectivement, manger de façon saine. De façon saine, diversifiée, équilibrée, des produits non transformés. Donc, j'interdis pas les fruits, par exemple. Alors, c'est vrai que certains fruits qui vont être très sucrés, on peut les éviter temporairement, mais je n'interdis pas la consommation de fruits. Alors, c'est vrai qu'au départ, on disait de manger plus du tout de fruits, même des fruits. Et après, il y a des aliments qui vont être plutôt bénéfiques pour le microbiote. Et à ce moment-là, on va plutôt s'orienter sur ces aliments-là, quoi. Mais de toute façon, on pourrait avoir une alimentation parce que, bon, c'est un petit peu illusoire hein, dans notre société actuelle de dire « Ah, je mange… » Alors, il y en a qui arrivent très bien à le faire. Hein. Moi, j'avoue, j'arrive pas à le faire. Donc, de ne pas manger de sucre du tout. Parce que, alors moi, je suis pas très glace, mais il y en a qui adorent les glaces. Qui pensent où est le sucre. Il y a des gens parfois qui disent « Moi, je ne mange pas de sucre. » Après, ils ont 2-3 verres de vin tous les soirs. C'est ça. C'est le pire des sucres. Donc, il faut voir où c'est le sucre. Voilà. On parle de légumes. Il y a des sucres, bien sûr, dans les légumes. Exactement.
il y a du sucre, mais bon, après, les glucides, hein, donc les carbohydrates ont du sucre, donc tout a du sucre, ben, c'est vrai. Et on Il y en peut... a partout, en fait, finalement. Mais on va dire que quand il y a une candidose, bon, ben, euh, on va essayer d'être le plus idéal possible au niveau de l'alimentation, temporairement. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois que le microbiote, donc il n'y aura plus de candidose parce qu'on aura rééquilibré le microbiote de manière vraiment euh, enrichi, un microbiote enrichi avec des bonnes bactéries protectrices, etc., bactéries d'intérêt, bah, il n'y a pas de raison que de temps en temps, on ne puisse pas manger, Moi, boire un verre de vin. Ah bah oui, mais moi, je suis une grande, comment dire, passionnée de la méthode qu'on appelle 80-20%. Donc, 80%, tu manges bien, tu fais attention, etc. Après, 20%, tu manges ce que tu veux. Que Donc, tu il veux, faut, exactement. Voilà. il Bah, faut que... notre corps, Oui. il est fait pour traiter tout ça, en fait. Hein. Le foie, il élimine les déchets parce que bah, si je vais manger au restaurant ou chez un ami et que c'est pas forcément bio, bon, bah, il y aura peut-être des pesticides, mais mon organisme, il sait traiter. En Il sait principe, on devrait pouvoir le faire. ben voilà. Donc, une fois de temps en temps, et ben, mon corps, ça va pas le mettre en péril. Il sait très Hier, bien je manger. pense que, oui, toi comme moi, nous voyons beaucoup de cas de problèmes digestifs chroniques, n'est-ce pas? Beaucoup de SIBO, etc. Et moi, j'ai vu souvent, quand les gens mangeaient de façon très, très limitée et restrictive, après, en fait, une fois qu'ils recommencent à manger un peu normalement, après, ils peuvent plus tolérer certaines choses. Parce C'est que ça. le système digestif s'est habitué à une certaine façon de manger et après, ça devient de plus en plus compliqué de remanger de façon quasi normale. C'est ça, tout à fait. Ouais, exactement. J'ai noté ça aussi. Des personnes qui, bah, à la longue, ne toléraient de moins en moins de choses parce que elles se sont trop restreintes au niveau de l'alimentation. Ouais. Comme les gens qui arrêtent de manger la viande pendant des années, le premier jour, le jour où ils recommencent à manger avec de viande, ça va être terrible. Ah oui, oui, oui. Les enzymes pour, voilà, il n'y a plus les enzymes qui vont digérer et C'est absorber ça. et traiter la viande. Donc, c'est comme ça. Et pareil avec n'importe quel aliment. Donc, c'est comme Oui, ça. c'est tout à fait. Et ça me fait penser à. C'est marrant, j'avais un consultant une fois qui était venu me voir. Alors lui, c'était pour un SIBO et il avait arrêté pendant des mois. Il avait perdu 15 kilos. Il avait arrêté pendant des mois bah, les FODMAP. On lui avait dit les FODMAP, où il avait fait le régime biphasique. Et puis, donc, en fait, on s'est aperçu en faisant les analyses qu'il avait un SIBO sulfure d'hydrogène. Donc là, je lui ai fait intégrer. Il avait peur, hein. Mais parce que ça faisait 2 mois qu'il mangeait que du riz, courgettes, poulet. Et là, je lui dis non, non, là, maintenant, il faut intégrer. Faut passer le Il faut des pots de main. Il a eu peur. et quand il n'est plus rien, et son Ça l'a perturbé. Ah oui, oui, ça l'a perturbé. Puis il y a une espèce d'anxiété, en fait, aussi par rapport à l'alimentation qui se développe, de peur. Et donc, il a un petit peu, il a traversé cette anxiété. Il s'est dit, bon, bah, je vais lui faire confiance parce que de toute façon, jusqu'à présent, je suis toujours pas dans un état optimisé. Et finalement, donc, il a fait ce que je lui ai dit. Il a commencé à réintroduire donc les légumineuses. Et puis, de fil en aiguille, donc, on a bien refait son microbiote. Hein, on l'a enrichi. Et vraiment, quelques semaines après, il était paniqué. Il m'envoie un message où il prend un rendez-vous. Il me dit, alors, qu'est-ce que je fais maintenant parce que je peux tout manger? J'ai même testé du Nutella, de la confiture. Oh, ça, c'est super. Merci de partager ça parce que c'est très encourageant. Oui. Et oui, les gens arrivent à remanger. Donc, ça, c'est tout à fait vrai. Même des choses qu'on dirait, ah ben non, il faut pas manger ces aliments-là, mais bon, il a testé sa tolérance en fait. Et l'objectif, c'est ça, c'est de retrouver une tolérance. S'il n'était pas tombé sur toi, et Il aurait pu peut-être continuer, et oui, des mois, voire des années, à manger encore, à suivre un régime pauvre en FODMAPs qui n'était, pas adapté à son oui, possible, et deux, super restrictif. Donc, oui, et puis en plus, il aurait pu développer, pour le coup, des intolérances en fait, à force que le corps ne fonctionne plus correctement. merci pour parler de ça. Donc, on a parlé bien sûr de SIBO et SIFO. Donc, le SIBO et le SIFO, donc la prolifération fongique dans l'intestin grêle aussi, pas que dans le côlon, bien entendu. Quelle est ton opinion, Nadia, sur 10 consultants qui ont un SIBO?
Tu penses qu'il y en a combien d'un truc qui pourrait avoir un si faux en même temps? Pas mal, je pense. Pas mal, je pense. Écoute, parce que c'est vrai que je leur fais faire souvent les deux tests, hein. Quand ils viennent avec des troubles comme ça, ben, non spécifiques, de la candidose, on soupçonne, ils viennent en me disant: «Ah, je pense que j'ai un SIBO». Mais malgré tout, moi, j'ai toujours un doute, donc je leur fais quand même faire, bon, par exemple, le test des métabolites. Et c'est vrai que, et ben, quand même, je vais pas dire une fois sur deux, mais ouais, on va dire, peut-être, 3 fois sur 10, je vais avoir ou 4 fois sur 10, je vais avoir la personne va avoir une candidose, hein. Ouais, Oui, tout à ouais. fait. Oui, oui. Comme on est sur un déséquilibre du microbiote, après n'importe quel, micro-organisme, potentiellement pathogène ou opportuniste peut se développer finalement, quoi. Moi, mes statistiques sont un peu plus élevées que ça. Moi, je dirais 1 sur 2 pour Oui, ouais, une application de candidat ouais. et j'utilise des questionnaires pour voir un peu la présentation. Identifié, oui. Ouais, tout à fait. Mais c'est très, très, très répandu. Ah ben, c'est bien, on a parlé de plein de choses, c'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager euh, avec notre audience aujourd'hui? Est-ce qu'il y a Eh des choses ben, ou juste le mot de la fin, tes conseils au sujet du candidat, au sujet... alors, disons que ce que j'aime bien faire passer comme message, c'est que parce qu'on me pose la question: «Ah, les personnes, elles sont un petit peu désespérées» et puis surtout, ben, quand, ça fait des années qu'elles ont, ces symptômes et puis que, et ben, elles identifient que potentiellement elles auraient la candidose et que là, elles entrevoient, quelque part une porte de sortie. Mais après, des années de comment dire? D'inconfort, de situations handicapantes, bah, elles se disent: «Ah mais bon OK, j'ai une candidose, mais est-ce que ça se soigne? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce que» voilà. Donc ben, le message, c'est que oui, effectivement, on peut se sortir de la candidose, hein, qu'il y a des solutions, qu'il y a des outils. Parfois, ça peut être long parce que, bah, quand elle est là depuis très longtemps, bah, ça va devenir multifactoriel, en fait, hein. On va devoir aussi gérer les conséquences, finalement, de la candidose chronique, mais on a des outils. Donc si on arrive à bien identifier, ce qui se passe, hein, l'état de la personne, on a vraiment, des outils pour s'en sortir. Donc oui, la candidose, c'est, une pathologie, qui est certes peu connue, mais on peut, très bien, éradiquer et ce de manière, durable, hein, comme on a vu, si on prend bien soin de son microbiote. Donc la clé, c'est, le microbiote, en fait. C'est vraiment se dire: «J'ai un organe, très important pour ma santé et si j'en prends soin, il y a pas de raison que je refasse une candidose, en fait, ou toute autre, dysbiose ou trouble, autre que digestif». Super. Bah, donc c'est le mot de la fin qui est quand même un message, positif, bien entendu. Espoir. Voilà, voilà, il faut se faire suivre par, voilà, des gens, qui sont un peu spécialisés, bien sûr et après, et surtout ne pas essayer de faire les choses, tout seul parce que c'est un peu compliqué. Ça peut être compliqué, ça peut être Ça peut être compliqué. compliqué et parfois on peut se faire plus de mal que de bien. Voilà. Mmh. Ouais, en tout cas, c'est super. Écoute, Nadia, un grand merci pour être, voilà, pour avoir partagé, toutes ces informations, très, très intéressantes avec nous aujourd'hui et bien sûr, on va partager un peu sur, dans les commentaires, comment te joindre, comment acheter ton bouquin et tout ça et je te dis peut-être à bientôt pour, parler, encore d'un autre sujet, qui nous tient à cœur. Donc encore merci. Merci à toi, Rosaria. C'était avec grand plaisir de participer à ton interview. Merci Nadia, à bientôt. À bientôt.